Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Dimanche en politique. La personnalité que nous recevons cette semaine, Afel Hena, a été diplomate, a connu les cabinets ministériels. Elle a donc échappé de peu à une carrière de haut fonctionnaire. Et aujourd'hui, notre invité gère près de 3000 pompiers, ne jure que par la Formule 1 et les territoires. Et un peu fâché avec les partis traditionnels, il a décidé de rejoindre Christian Estrosi au sein du mouvement La France Audacieuse. Gilles Dufeigneux, conseiller départemental du Morbihan, va nous rejoindre dans quelques instants. Avant cela, regardons et lisons son portrait chinois. Bonjour Gilles Dufeigneux. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer l'émission, je voudrais qu'on précise un peu vos affinités politiques. Vous avez été proche de François Fillon, vous avez été son chef de cabinet adjoint à Matignon. Il vous a demandé de conduire la liste départementale au régional dans le Morbihan en 2010. Vous avez ensuite rejoint l'UDI, que vous avez quitté, et vous êtes maintenant auprès de Christian Estrosi, ex-ministre sarkozyste. Vous êtes quoi, à droite, au centre, les deux en même temps? En marche peut-être? Non, je suis un homme finalement libre, mais de conviction. Mes convictions sont à droite, elles sont libérales, elles sont européennes, donc une droite qui est souvent incarnée au centre droit aujourd'hui. Et j'ai rejoint Christian Estrosi par constat. Constat d'abord, une sorte de fuite en avant des partis politiques qui sont largement décrédibilisés, et puis la volonté... Ils sont démodés aujourd'hui les partis tels qu'ils sont organisés? Écoutez, en tout cas, il faut entendre ce qui s'est passé en 2017, c'est-à-dire lors de l'élection présidentielle et des législatives. Donc ils ont été largement, là aussi, contredits par les urnes. Et je crois qu'il faut l'entendre. Je pense que finalement, aujourd'hui, les Français ne se retrouvent pas dans les partis traditionnels. Alors la France Audacieuse, c'est quoi? C'est un think tank? C'est un parti en devenir? Il n'y a pas de militants, il n'y a que des maires, des notables, j'ai envie de dire. C'est presque un parti radical New Look, non? Oui, enfin, c'est peut-être un peu caricatural. Non, si vous voulez, la démarche intellectuelle de Christian Estrosi, quand il a lancé ce mouvement, c'est un mouvement politique. Ce n'est pas un parti politique, c'est gratuit, c'est une libre adhésion. On accueille tout le monde, les doubles appartenances, les triples appartenances. Il n'y a pas de politburo là aussi pour exclure ou pour juger de l'adhésion. C'était qu'il fallait retisser le lien entre les citoyens et leurs élus locaux, qui sont les seuls. Vous avez vu les études d'opinion. 75% des Français disent que finalement, ils ont confiance en leur maire. Donc voilà, on se dit qu'il faut reconstruire un lien démocratique en partant de la base. Et par exemple, aux prochaines municipales, est-ce qu'il y aura des candidats estampillés France Audacieuse? Est-ce que vous voulez conquérir des sièges, conquérir des postes, conquérir des mandats? Je pense qu'il y aura des candidats qui seront dans leur ligne politique, auprès de leur parti, qui seront républicains, qui seront UDI, qui seront Modem, qui seront pourquoi pas La République En Marche, et qui auront par ailleurs le soutien d'un mouvement politique qui est la France Audacieuse. Alors, vous parlez justement de ces élus locaux. On sent aujourd'hui une tension entre l'exécutif et les collectivités locales, illustrée par deux déclarations. On va les regarder ensemble. D'abord, celle de François Goulard, qui, lors de la dernière session au conseil départemental, déclarait « Le préfet du Morbihan est un fonctionnaire incompétent ». Et puis, il y a François Baroin, le président des maires de France, qui dit, voilà, en gros, les caisses des collectivités territoriales ne sont pas là pour combler les déficits de l'État. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? Il faut aller à la rupture, ne pas accepter ce projet de contractualisation proposé par le gouvernement pour limiter un peu les dépenses des collectivités? Écoutez, d'abord, je pense qu'il y a quand même une vraie question un petit peu d'emprise démocratique et technocratique, je dirais plutôt, sur la conduite de nos affaires. Le gouvernement est ce qu'il est, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il est très empreint quand même de parisianisme,
De jacobinisme et de technocratie. Ouais. De jacobinisme, c'est une déclinaison un petit peu historique déjà, mais voilà, trop de décisions sont prises à Paris, dans les cabinets. Donc il faut un nouveau rapport de force. Il faut en tout cas une nouvelle relation. Il faut entendre les collectivités locales, les écouter, parler aux élus locaux. Vous savez, c'est le problème un petit peu du mandat unique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Parlement, qui représente quand même une incarnation là aussi de voix de la nation, est là pour faire la loi, mais pour contrôler le gouvernement. Or, la plupart des nouveaux élus sont hors sol de par le mandat unique. C'est-à-dire qu'ils sont parlementaires à Paris, c'est très bien, mais ils n'ont plus aucune relation avec les territoires. Ils n'exercent pas de mandats locaux dans les municipalités, dans les départements, dans les régions. Donc ça manque ce lien un peu charnel avec le territoire. Ça manque terriblement, et d'où l'initiative également de la France audacieuse. C'est là aussi, on veut faire entendre la voix des territoires. Alors, on va s'arrêter à présent à l'actualité politique de la semaine. On va deviner un peu vos convictions au prisme de l'actualité, par le prisme de l'actualité. C'est un petit jeu, le quiz, j'aime ou j'aime pas, des réponses rapides. Si possible. Alors, j'aime ou j'aime pas la deuxième semaine de grève à la SNCF, avec d'un côté le gouvernement et les syndicats qui restent visiblement droits dans leurs bottes. Et au milieu, ce sont les usagers qui payent. Voilà. J'aime pas. J'aime pas parce que d'abord, c'est comme vous le dites, c'est très catégoriel. Par ailleurs, ça prend en otage les citoyens. Et catégoriel, ça veut dire que les cheminots, pour vous, sont des nantis aujourd'hui ? C'est pas des nantis, c'est catégoriel. C'est-à-dire, c'est les cheminots qui parlent aux cheminots pour des questions de cheminots. Et donc, avec bien évidemment des dégâts collatéraux immédiats pour les usagers, pour les entreprises, pour le tourisme, pour tout le monde. Donc voilà, donc j'aime pas, et définitivement j'aime pas. Et vous êtes j'aime la fermeté du coup. Alors, vous êtes justement de ceux aussi qui attendaient avec impatience l'ouverture à la concurrence en 2019 ? Écoutez, la concurrence, il ne faut pas qu'elle fasse peur. Ça se fait partout ailleurs. Ça se fait en Allemagne, ça se fait au Royaume-Uni. Tout le monde s'y met et réussit. Alors, bien évidemment, il faut passer de temps en temps par des effets d'ajustement, etc. Mais je crois que les entreprises n'ont pas peur de la concurrence. Elles sont confrontées à une concurrence mondiale. Les services publics, ou en tout cas les entreprises qui délivrent des services publics, doivent passer sous les mêmes planches codines. J'aime ou j'aime pas l'ampleur des moyens mobilisés pour faire évacuer la ZAD à Notre-Dame-des-Landes. 2500 gendarmes, coût quotidien évalué par nos confrères du Télégramme, 275 000 € par jour. Ouais, écoutez, j'aime que là aussi, que l'état de droit se fasse respecter. Donc, si les forces de gendarmerie à ce niveau-là, c'est 2500 gendarmes sur le terrain, ont été jugés comme nécessaires pour ne pas pas se retrouver en situation de confrontation qui mettra en danger les gendarmes en premier lieu, parce que je pense à eux, mais pourquoi pas aussi ceux qui se trouvent sur des zones de manifestation, je trouve que c'est justifié. Mais j'aurais préféré effectivement qu'on fasse ça plus tôt et en même temps qu'on fasse Notre-Dame-des-Landes. Alors, un nouveau Larzac aux portes de la Bretagne, c'est bien ? Ah non, c'est terrible. Quand vous savez, au lendemain de la décision de l'abandon de Notre-Dame-des-Landes, encore une fois terriblement pénalisante pour la région Bretagne, pour ses entreprises, pour son développement économique à terme. Moi, je suis persuadé qu'on nous a privés d'une infrastructure essentielle pour notre territoire. J'entendais des manifestants, enfin à l'époque, entre les occupants illégaux, qui disaient on va faire un nouveau Chiapas, une nouvelle commune de Paris, un nouveau Larzac. Voilà. Vous savez, moi, je me souviens de ce que disait Churchill à Chamberlain. Ils avaient à choisir entre l'humiliation et la guerre. Ils ont choisi l'humiliation, ils auront la guerre. Toutes choses égales par ailleurs, on a un peu la même chose. J'aime ou j'aime pas l'occupation par des étudiants de l'université de Rennes 2, mettant peut-être en péril la prochaine tenue des examens. J'aime pas. Et vous êtes pour, pourquoi pas, l'intervention des forces de l'ordre pour évacuer cette université? Écoutez, 50 ans après mai 68. Vous savez, il y a le droit, dura lex sed lex. C'est-à-dire que si le président de l'université, qui encore une fois est élu et dispose du pouvoir de police, fait appel pour des questions, là aussi, d'ordre public et de sécurité des biens et des personnes aux forces de l'ordre, il faut étudier la situation. J'ai noté d'ailleurs qu'à la Sorbonne, c'est ce qui s'était passé hier. Tout autre chose, on continue toujours dans l'actualité de la semaine. Et cette phrase, cet aveu d'Emmanuel Macron devant la conférence des évêques, le lien entre l'Église et l'État s'est abîmé, il nous importe de le réparer. J'aime ou j'aime pas? Écoutez, moi je pense qu'il faut parler de religion. On est tous, encore une fois, républicains. C'est pas un coup de canif dans non, mais pas du la tout. séparation de l'Église et l'État. Ça, c'est ceux qui veulent trouver toujours là aussi des débats où il n'y en a pas. Je veux dire, il s'est adressé au CRIF, donc là aussi à la communauté juive, aux imams de France, aux évêques de France. Voilà. C'est son rôle de président. Je rappelle que le chef de l'État est garant, là aussi, de toutes les religions et de leur libre manifestation sur le territoire national. On continue. J'aime ou j'aime pas l'idée d'un député LREM, Jean-René Cazeneuve, pour ne pas le citer, de mettre en place une contribution financière sur les résidences secondaires, ce qui permettrait de compenser la suppression de la taxe d'habitation. On sait que dans le Morbihan, il y a pas mal de résidences secondaires. J'aime pas. J'aime pas l'impôt systématique. J'aime pas que plutôt que faire des économies, plutôt que mieux gérer, on pense à tondre là aussi le contribuable, qu'il soit retraité. Mais ça permet de mettre à contribution aussi des ménages très aisés. Oui, écoutez, je pense que vous avez autour de vous
je suis persuadé, des gens qui ont des résidences secondaires et qui ne sont pas pour autant des nantis, il faut arrêter. Donc je suis d'autant plus que les résidences secondaires dans le Morbihan, ce sont souvent des résidences secondaires de gens qui sont là aussi, qui ne sont pas forcément les plus nantis de France. Hein. Allez, on va terminer par un dernier j'aime ou j'aime pas. J'aime ou j'aime pas la suppression des grid girls sur les lignes de départ des futurs Grands Prix de Formule 1. Alors, on rappelle aux téléspectateurs, les grid girls, ce sont ces fameuses hôtesses très sexy qui paradaient avant le coup d'envoi de chaque course. Liberté Média, le nouveau propriétaire des Grands Prix, n'en veut plus. Sage décision pour vous ? Écoutez, c'est une décision, c'est le promoteur international, il l'a décidé. Nous, ça ne vous choquait pas, vous, comme promoteur, ces hôtesses sexy là, sur la ligne ? Vous savez, vous posez la question, il n'y avait rien de... Il y a des pop-pom girls aux États-Unis, parce que je note que Liberty Media, qui est un groupe américain, là aussi accepte les pop-pom girls en NFL ou sur le basket américain. Bon, ils l'ont décidé, on applique, on mettra des jeunes enfants méritants à la place, et c'est très bien comme ça. Oui, enfin, des jeunes enfants sur un circuit de Formule 1. Oui, mais vous savez, ce sont des jeunes champions, on les choisit avec la Fédération française de sport automobile, des champions de karting, peut-être des jeunes pousses de demain, des futurs Romain Grosjean, Pierre Gasly, Esteban Ocon. Non, c'est formidable. Vous savez, franchement, tout ça, c'est un peu anecdotique. Ce qui est surtout important, c'est qu'on accueille à nouveau le Grand Prix de France. Alors justement, transition. Voilà. Transition toute faite pour évoquer votre deuxième casquette, puisque vous êtes le directeur général, le délégué général. C'est pas une casquette, c'est mon métier. C'est votre métier. L'engagement politique, c'est un engagement, c'est autre chose. Vous partagez vos semelles entre le Morbihan et le circuit du Castellet, près de Marseille. Circuit Paul Ricard. Voilà, circuit Paul. 10 ans après Magny-Cours, donc le Grand Prix de France est de retour. Voilà, c'est une bonne chose. C'est formidable, on revient sur le Barnum, vous savez, la France est un grand pays de sport automobile, des grands champions, des grandes marques, le président de la fédération, Jean Todt, la fédération internationale, sport automobile, et on n'avait plus de Grand Prix depuis 10 ans, bon, voilà, maintenant on revient dans le circuit, et en même temps que Monza, de Monaco, que Silverstone, voilà. Mais on refait partie du Grand Barnum. On est loin des côtes bretonnes, là, mais qu'est-ce que vous allez faire dans le sud ? Vous n'avez pas envie de favoriser ce type de grand événement en Bretagne, sur notre territoire ? Il ne vous aurait pas échappé que j'avais milité il y a encore quelques mois pour que la candidature d'exposition universelle française, là aussi, arrive à terme. Elle a été abandonnée en race campagne par le gouvernement et je le regrette, je l'avais dénoncé à ce moment-là. Et on avait un forum breton, morbihanais, sur la mer, les océans et leurs richesses. Et ça aurait été un formidable moyen, là aussi, de faire exactement ce que vous disiez, attractivité, animation, projet territorial. Allez, nous arrivons à la deuxième partie de l'émission, c'est le débat de Dimanche en politique. Et dans quelques instants, Stéphane Thierry, un des responsables de l'association Prévention Routière, viendra nous rejoindre car nous allons parler de la sécurité sur nos routes. Les derniers chiffres dans le Morbihan ne sont pas bons. On va regarder ce chiffre. Déjà, 8 tués dans le Morbihan depuis le premier trimestre 2018. C'est 3 fois plus que l'année dernière à la même époque. Le gouvernement porte particulièrement son attention donc, sur les routes départementales, les routes secondaires. Il a décidé d'y limiter la vitesse à 80 km/h, projet qui ne fait pas l'unanimité. On va en parler tout de suite. Avant cela, on regarde ce reportage d'Isabelle Rétic. Ces panneaux vont-ils bientôt disparaître le long de certains axes routiers ? Fort possible, à en croire le gouvernement qui veut abaisser à 80 km/h la vitesse sur le réseau secondaire. Pour la déléguée morbihanaise de la Ligue contre la violence routière, cette mesure attendue depuis longtemps va dans le bon sens, comme la plupart des mesures prises ces 30 dernières années. Il y a eu les ceintures à l'avant, à l'arrière, la diminution de la vitesse en ville, en agglomération. Je pense que si on fait le bilan petit à petit, on se rend compte que c'est une diminution chaque année qui est significative des décisions prises. Dans le Morbihan, si le nombre d'accidents a augmenté entre 2015 et 2016, le nombre de tués sur les routes, lui, est resté stable. Toutefois, ce n'est pas la vitesse qui est la cause principale des accidents mortels, mais bien l'alcool et les stupéfiants. En 2016 d'ailleurs, le nombre de suspensions de permis pour prise de stupéfiants a explosé, 186 contre 84 pour excès de vitesse. La vitesse moyenne qui est même en baisse sur les nationales et les départementales limitées à 110. Pour l'Automobile Club de l'Ouest, il y avait donc d'autres priorités. Éduquer les gens, obliger les conducteurs à avoir des comportements complètement différents, et puis éviter, si vous voulez, une répression massive. Et cette répression-là, nous, on n'en veut pas. Quant au coût engendré par les changements de panneaux, difficile de l'évaluer pour l'instant. Dans le Morbihan, 4100 km de route relèvent du département et 12 000 des communes. Ce sont donc ces collectivités qui devront régler l'essentiel de la note.
Alors, ce projet coûte cher, c'est répressif. Est-ce que c'est vraiment efficace? La question, je vous la pose. Stéphane Thierry, excusez-moi, vous êtes, je rappelle, le directeur régional de l'Association de la prévention routière dans les Pays de la Loire et en intérim pour la Bretagne. Baisser de 10 km/h la vitesse sur des routes secondaires, est-ce que c'est vraiment efficace? On est convaincu que jouer sur la vitesse, c'est important et efficace. Efficace parce que à 80 km/h, votre temps d'arrêt, votre distance d'arrêt va être raccourcie. L'impact du choc, s'il doit y avoir un accident, s'il doit y avoir un choc, l'impact du choc et les conséquences sur les personnes qui sont dans la voiture seront, on l'espère, amoindris. Donc on pense qu'effectivement, réduire la vitesse sur ces routes-là, ça peut jouer un rôle important. Vous y croyez, vous, Gilles Dufaynu, à l'efficacité de cette mesure? Écoutez, moi je pense que c'est une mesure assez largement jacobine, on en parlait tout à l'heure, qui vient du sommet, qui nous a imposé, qui est contestable sur le fond et sur la forme, mais on en discutera. Et donc voilà, qu'on aurait pu faire différemment. Il n'y a pas une certaine hypocrisie, parce qu'il y a aussi dans les causes de mortalité de l'alcool au volant. Voilà, il y a aussi l'état des routes. Il aurait fallu peut-être être sur des leviers plus efficaces ou... Écoutez, moi ce que je note, c'est que d'abord la France est un des très bons élèves de la sécurité routière au plan mondial. En 45 ans, ce que Jean Todt d'ailleurs, président de la Fédération internationale automobile, disait hier, on a réduit par 5 le nombre de tués sur la route, alors même qu'il y a 2 fois plus de véhicules sur nos routes. Donc des efforts assez considérables, toujours trop bien évidemment, mais toujours considérables. Donc bon voilà, cette mesure qui est une mesure en fait assez coercitive, il aurait fallu sans doute l'évaluer, la tester. Je note que dans certains pays, au Royaume-Uni, en Allemagne, les mesures sont différentes et pourtant là aussi on voit qu'il y a pour autant moins de mortalité sur les routes. Donc si vous voulez, la cause et le lien ne sont pas démontrés. Alors, Stéphane Thierry, est-ce que vous croyez aux vertus pédagogiques de cette limitation de vitesse? Est-ce que vous croyez, parce que la vitesse va descendre de 10 km/h, on va respecter cette vitesse? Je suis pas dans la tête. Non, mais vous voyez, l'état d'esprit français aujourd'hui. On a mis les radars qui ont été assez efficaces dans le changement de conduite. Est-ce qu'il ne fallait pas démultiplier, par exemple, la présence de radars plutôt sur les routes secondaires? Alors, la présence de radars, la présence de gendarmes ou de policiers sur les routes, on sait que c'est un élément favorable et qui permet aux gens de réguler leur vitesse ou leur comportement. L'évocation du comportement sur la route, dans 9 cas sur 10, l'accident est lié à un comportement de l'individu. Donc je suis, moi, convaincu que c'est la pédagogie, c'est l'éducation routière qu'on peut faire, nous, avec nos équipes bénévoles dans les écoles, dans les lycées, ou même auprès des seniors, qui va porter aussi ses fruits. Il y a du travail, Stéphane Thierry. Il y a un sondage, là, le baromètre AXA, qui vient de paraître cette semaine. Bon, déjà, 76% des Français interrogés sont contre cette limitation de vitesse. 78% des personnes interrogées avouent faire des excès de vitesse et 54% roulent à 100, 110 km/h sur les routes secondaires. Et donc, il y a du travail. Il y a du travail. Il y a du travail. Et je crois que dans ce sondage-là qui était sorti, qui a été fait par AXA, je crois que, pareil, 3/4 des Français ne se sentent pas en sécurité sur ces routes secondaires. Donc il y a effectivement, on voit bien le paradoxe, à la fois la mesure paraît contestable par un certain nombre de nos concitoyens, et à la fois ils ne se sentent pas en sécurité sur ces routes-là. Donc cette mesure peut-être, si elle est acceptée, peut-être permettre de réassurer. Il y a 37 départements aujourd'hui qui demandent au gouvernement de revenir sur cette décision. Est-ce que le Morbihan fait partie de la liste? En tout cas, si on ne fait pas partie de cette liste, on en fera partie, parce que moi je pense que ce qui aurait été intéressant, je vais prendre un exemple. Vous savez, quand dans une commune, quand un maire décide, quand on souhaite en tout cas passer de 50 à 30, il peut le faire. Sur des routes départementales, on demande au département de les financer, de les entretenir. Et je dois saluer dans certains départements les efforts considérables, comme le Morbihan, pour faire en sorte que les routes soient en meilleur état. On pourrait demander aussi au département ce qu'il en pense. On connaît très bien le réseau, la direction des routes est faite de techniciens, on sait exactement. Et pourquoi pas sur certains actes, effectivement très accidentogènes, on pourrait revoir cette formule. Laissons parler les territoires, donnons un peu plus la parole aux gens, laissons la liberté se manifester plutôt que mettre des règles, des radars et des interdictions. Les routes départementales sont très accidentogènes. Vous avez fait des études Les routes départementales, alors, les routes qui sont touchées, dans à peu près 60% des cas, l'accident mortel intervient sur une route qui est entre 70 et 110 km/h. Donc effectivement, essentiellement les routes départementales. Elles sont plus accidentogènes, aussi parce qu'il y a beaucoup de monde qui circule et qu'il y a certains éléments de sécurité, notamment les terre-pleins centraux qui ne sont pas forcément présents. Et donc ça crée aussi quelques éléments de sécurité. Est-ce qu'il ne faut pas aménager mieux ces routes départementales, plus de glissières, des chaussées un peu plus larges quand c'est possible?
Mais c'est ce qui se fait, encore une fois. Les départements, tous les ans, investissent des centaines de millions au niveau national, des milliards même, pour entretenir et améliorer le réseau. Moi, je pense que, et M. Tirette le disait à juste titre, il y a une question de comportement. C'est-à-dire que je fais confiance aux gens. Il faut éduquer. Vous savez, moi, je pense à mes enfants, par exemple. Mes enfants ne se posent pas la question de la ceinture, ne se posent pas la question de savoir si, quand ils sortent avec leurs copains, il n'y a pas un conducteur de soirée, un Sam, qui prend le volant sans avoir consommé une bière, etc. Donc les comportements, l'éducation permet de faire beaucoup de choses. Donc je crois qu'il faut faire confiance, investir dans l'éducation, dans la pédagogie, plutôt que de contraindre. Alors, il y a des élus qui râlent aussi parce que limiter la vitesse à 80 km/h, baisser de 10 km/h, c'est du temps de trajet augmenté. Notamment pour ceux qui prennent leur voiture pour aller à leur travail, qui augmentent leur temps de trajet, qui arrivent plus tard chez eux ou qui doivent partir plus tôt le matin. Est-ce que vous entendez cet argument, cette colère-là des élus qui disent ben voilà, on augmente encore la fracture territoriale et on discrimine encore une partie de la population? Alors, deux réponses. La première, c'est que sur un temps, 40 km est parcouru à peu près par les Français chaque jour. Ça fait à peu près 3 minutes d'écart. Bon, si on met ça en parallèle avec l'espoir de sauver des vies et des accidentés, ça amoindrit effectivement la différence. Après, l'argument du choc, de la fracture territoriale, aujourd'hui, les routes les plus accidentogènes sont dans les territoires ruraux, qui sont empruntées par plein de gens. Donc c'est eux qu'il faut protéger. Alors. Ça ne me paraît pas incongru de protéger ces populations-là et ces routes-là. Cet argument, vous l'acceptez là, de discrimination un peu économique? Voilà, ce sont les gens qui prennent leur voiture tous les jours qui vont être les plus pénalisés? Bien sûr, de toutes les manières. Vous savez, encore une fois, l'automobile, c'est une liberté et la mobilité, c'est un droit. Donc, et on se rend compte que pour aller étudier, pour aller travailler, pour aller rencontrer, retrouver sa famille, là aussi, il faut pouvoir se transporter. Et que comme par hasard, effectivement, en zone rurale, dans les bourgs et les campagnes, c'est quand même plus compliqué. Donc la voiture est souvent le seul moyen, en tout cas un des moyens essentiels. Donc voilà, donc je pense qu'effectivement, c'est un vrai argument. Et les maires ruraux, hier, d'ailleurs, au sein de l'AMF, mais aussi des départements de France et de l'ARF, ont dit qu'ils avaient assez de ces mesures un petit peu qui venaient du sommet et qui s'imposaient à eux. Alors, le chef de l'État, cette semaine, dans l'interview chez un de nos confrères, a confirmé que l'expérimentation se ferait sur 2 ans. Si jamais ce n'était pas applicable ou efficace, on reviendrait sur cette expérimentation. 2 ans, c'est suffisant pour bien tester cette mesure? 2 ans est acté, donc 2 ans est acté. Nous, on avait, au tout début où ces informations sortaient courant décembre et courant janvier, on avait proposé une expérimentation un peu grandeur nature et assez large. Donc on en revient à cette idée. Très bien, on a 2 ans pour montrer le bien fondé de cette mesure. Nous, on est plutôt convaincus que ça va permettre de réduire le nombre de morts et le nombre d'accidentés sur les routes. Donc on viendra dans 2 ans faire le point. Vous avez budgétisé un peu cette mesure parce que ça va être financé par les collectivités, non? Enfin, d'abord, drôle de méthode, parce qu'encore une fois, je vous signale qu'il y avait depuis juillet 2017 des expérimentations, dans Lyon en particulier, dans le Doubs, qui sont apparemment concluantes. Qu'on a eu aucun résultat. Alors comme par hasard, comme on disait qu'on n'a aucun résultat, le préfet de Lyon, Patrice Latron, je crois, communiqué hier, mais sans être très convaincant, très sincèrement, puisqu'il a dit que les résultats étaient extraordinairement positifs. Et quand on regarde les chiffres, c'est franchement très, très discutable. Puis, c'est le Premier ministre qui lui-même a annoncé la mesure. Il y a un délégué interministériel à la sécurité routière, on ne l'a pas entendu. Un ministre de l'Intérieur chargé de cette matière qu'on n'a pas entendu. Et le président de la République, hier, dans son interview sur le 13h de TF1, je veux dire, l'a un petit peu contredit quand même, parce que personne n'avait parlé d'une expérimentation de 2 ans. C'est donc une forme de reculade. Les arguments portent, je pense... Vous avez déjà budgétisé le remplacement des panneaux, par exemple? Ça va coûter cher? Bien évidemment qu'on est obligé. Si la mesure s'appliquera à partir du 1er juillet, donc il s'agit de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour le Morbihan. On va terminer sur une note positive. Le chef de l'État a confirmé que l'argent qui serait récolté s'il y avait des contraventions serait entièrement reversé aux hôpitaux qui s'occupent des accidentés. Là, on est vraiment dans le pragmatisme, c'est bien? Oui, c'est très bien, et c'est déjà le cas. Enfin, un certain nombre de l'argent récolté par les radars est reversé généralement en partie aux collectivités, en partie à la sécurité des routes et en autre partie à l'éducation routière. Donc ça va dans le bon sens, évidemment. Merci beaucoup Stéphane Tirette d'être venu nous apporter votre expertise sur ce dossier ô combien délicat et polémique actuellement. On se permet de mettre en bas de l'écran l'adresse de votre site internet www.préventionroutière.asso.fr, site très bien fait puisqu'il y a beaucoup d'informations et beaucoup de
de petits tableaux pédagogiques sur notre comportement sur la route. Restez avec nous, Gilles Dufeigneux. On arrive à la conclusion de l'émission intitulée « Et demain ». Et notre rubrique « Et demain » illustrée chaque semaine par notre dessinateur Loïc Schwartz. Et voici sa petite dédicace qu'on va regarder ensemble. Bien sûr, une allusion à votre métier, directeur général du Grand Prix de France. Et une allusion à cette rumeur qui circule dans le landerneau politique morbihanais. Et si vous étiez le successeur de François Goulard, qui est actuellement le président du conseil départemental. Beaucoup de gens vous voient déjà à sa place. D'abord, félicitations à M. Schwartz, parce que je trouve que là aussi le dessin est très réussi. Je trouve que j'ai les dents longues dans cette... Vous avez de l'ambition, c'est pas un gros mot en politique. C'est pas une question d'ambition. Moi, je serais utile là où je le serais. Voilà. Si la question se pose aujourd'hui, elle ne se pose pas du tout. Monsieur Goulard, on va arrêter de tourner autour du pot, Gilles Dufeigneux. Est-ce que c'est un mandat qui vous intéresse? Est-ce que vous êtes un candidat crédible et vous avez les compétences aujourd'hui pour être à la tête d'un département? Ça, ce sera aux uns aux autres de le dire, Monsieur Durand. Très sincèrement, vous savez, je pense que les Français, les citoyens, en ont assez des carrières ou des gens qui s'affichent en disant là aussi leur ambition. Moi, voilà, je m'engage, vous l'avez compris, pour des projets, je m'engage pour un territoire. Je sais faire un certain nombre de choses, il y a aussi beaucoup de choses que je ne sais pas faire. Et donc voilà, si mes collègues départementaux, parce que c'est comme ça que ça se passe dans le sein vous demandent d'aller... Là aussi, si la question se pose un jour, etc., on verra bien à ce moment-là. En tout cas... Vous ne fermez pas la porte? Mais jamais, vous savez, en politique, mais comme dans tout projet humain, là aussi, on est disponible. Si on est utile, tant mieux. Et puis autrement, on fait autre chose. Encore une fois, je vous ai dit, moi, je ne fais pas de la politique pour en faire un métier. J'ai mon métier. C'est un engagement au service de mon territoire. Un mandat peut-être plus précis dans les prochaines semaines. Vous serez bien le responsable régional de la France audacieuse? Écoutez, oui, je pense, oui. Oui, bon, là, c'est du sérieux. Oui, parce que c'est un mouvement et parce que je pense qu'il faut... Je vous disais que ça correspondait aussi à des valeurs. Je pense qu'il faut faire entendre au niveau du gouvernement, au niveau là aussi des autorités européennes, nos spécificités territoriales, bretonnes en particulier. Il y a beaucoup de choses à défendre pour la Bretagne. Et donc, je serai disponible, bien évidemment, au sein de mon mouvement. Merci beaucoup, Gilles Dufeigneux, d'avoir accepté notre invitation. Dimanche en politique, c'est aussi un replay sur notre site internet bretagne.france3.fr. On est présent également sur les réseaux sociaux. La semaine prochaine, à la même heure, l'heure du débat, enfin une demi-heure avant, à 11h, l'heure du débat avec Antonin Bière. On parlera des deux métropoles bretonnes, Brest et Rennes, les deux locomotives de la région. Merci pour votre fidélité, excellent week-end. Tout de suite, l'édition de la mi-journée.